Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Afrique Midi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. L'exploitation de la mine d'uranium géante d'Imouraren dans le nord du Niger débutera au plus tard en septembre 2015, a déclaré hier le chef de l'État nigérien Mahamadou Issoufou à l'issue d'un entretien à l'Élysée avec le président François Hollande. Les travaux de la 21e session Région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie viennent de s'achever à Yaoundé. Au terme de cette rencontre, plusieurs résolutions ont été adoptées. Les détails dans ce journal. 11 mai 1981, 11 mai 2013, voilà 32 ans que Bob Marley nous a quittés. Le monde commémore aujourd'hui le 32e anniversaire de la disparition. Pour en parler avec nous, nous recevons sur ce plateau Mohamed Batili. On sera tout à l'heure avec lui pour parler de cette commémoration. Imouraren, dans le nord du Niger, est considérée comme la deuxième mine d'uranium à ciel ouvert au monde. Après avoir été plusieurs fois différée, le français Areva devrait commencer son exploitation courant 2015. Le président nigérien Mahamadou Issoufou, qui était l'hôte du président français François Hollande, en a fait l'annonce hier à Paris. Je pense que l'uranium est une ressource très très importante pour le Niger, mais malheureusement c'est une ressource qui ne rapporte pas. Début février, Mahamadou Issoufou annonçait son intention de renégocier son partenariat avec Areva. Dans son pays, l'un des plus pauvres de la planète, la colère gronde contre le groupe nucléaire français. En 2012, l'uranium n'avait contribué qu'à seulement 5% des recettes budgétaires du pays, moins que ses recettes agricoles. Depuis, le groupe français qui exploite depuis 40 ans l'uranium nigérien ne ménage pas ses efforts. Un don de 35 millions d'euros pour sécuriser les sites miniers en mars, un autre de 17 millions pour développer l'agriculture en avril, et cette troisième réunion au sommet en tout juste un an. Nous avons la relation avec Areva et nous en discutons régulièrement avec le président pour que ce soit un partenariat qui puisse permettre à toutes les parties de gagner. Le rééquilibrage du contrat reliant Areva au Niger serait donc sur la bonne voie. Mais tout dépendra de la mise en route du site minier d'Imouraren. Une promesse de revenus gigantesque pour le Niger, dont l'ouverture est sans cesse repoussée par Areva, notamment démotivée par les grèves, la baisse du cours de l'uranium et les problèmes de sécurité. Mais là encore, il semblerait que le président Issoufou ait obtenu des garanties. Mais là, nous sommes sur un chronogramme sur lequel nous sommes entendus avec Areva. Nous pensons que à la mi-2015 ou au plus tard en septembre 2015, on sortira le premier uranate du gisement d'Imouraren. À son ouverture, Imouraren deviendra la deuxième mine d'uranium du monde. Elle permettra au Niger de doubler sa production et de se hisser au deuxième rang des pays producteurs. Reste à savoir comment l'État assurera la redistribution de cette manne à ses habitants. Un secteur minier en Afrique du Sud pourrait vivre de nouvelles tensions. Le géant anglo-américain de platine envisage de supprimer 6000 emplois. Le plan social devrait essentiellement affecter le bassin du Rustenburg. C'est là que de grèves sauvages avaient donné lieu l'année dernière à une violente répression. Désarroi en Afrique du Sud. Anglo Platinum, numéro 1 mondial du platine, annonce supprimer 6000 postes. Alors aujourd'hui, ambiance morose chez les syndicats. Les mineurs ne réclament plus d'augmentation de salaire comme à l'été dernier, juste le droit de garder leur emploi. En tant que syndicat, on ne prend pas à la légère le fait que les gens perdent leur emploi. Nous savons bien que les emplois de la mine n'ont rien à voir avec ceux de l'économie en général. Si la mine nous licencie, ce sera difficile de trouver un emploi dans les prochaines années. Mais pour la direction, avec l'augmentation des coûts de production couplée à la baisse du cours mondial des ressources minières, le plan social doit permettre de renouer avec les profits. Le groupe parie sur la baisse de la production pour faire remonter les prix. Pointé du doigt, les grèves sauvages de l'été dernier, elles auraient fait perdre près d'1 milliard d'euros à l'ensemble du secteur.
Aujourd'hui, ils se servent de ces grèves comme motif pour nous mettre à la porte. Enplatz doit s'investir davantage pour trouver des alternatives et des formations pour ceux qui seront licenciés. Des revendications prises très au sérieux par le gouvernement à 11 mois d'élections générales dans le pays. Car le secteur du platine, c'est 500 000 emplois directs, 18% du PIB national et 75% de la production mondiale. Reste à savoir comment va s'investir le gouvernement. Cela va certainement affaiblir le cours des actions de ces sociétés. Avec la chute des prix des matières premières minières et l'augmentation des coûts de production, la tentation de licencier va s'intensifier. Mais les entreprises ne pourront pas le faire à cause des décrets du gouvernement. Pour rassurer les investisseurs étrangers, le gouvernement l'assure, pas question de nationaliser le secteur. Les travaux de la 21e session région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie viennent de s'achever à Yaoundé. Entre autres résolutions, la communauté parlementaire francophone a adopté une motion de soutien à l'initiative multilatérale de coopération interparlementaire visant à accompagner les pays à sortir de crise. Les précisions avec nos confrères de la CRTV Yaoundé. Les délégués de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'accordent à reconnaître que les résultats obtenus à la 21e session régionale de Yaoundé reflètent la densité des travaux de 2 jours. Sur les crises sociopolitiques en Afrique par exemple, on a été assez fin sur la situation au Tchad voisin, suite à la tentative de coup d'État annoncée par les autorités locales. Nous ne nous immixons pas dans les affaires d'un État, mais nous disons que si nous sommes ensemble en tant que parlementaires, nous devons aussi nous occuper des problèmes de nos collègues parlementaires à travers l'espace francophone. Le Forum des parlementaires africains a également débouché sur les questions d'intégration et de sécurité foncière. Le problème de la terre, à qui elle appartient, à l'État, au premier occupant, mais enfin le débat n'est pas encore clos. Je pense qu'il faut que nous prenions le temps, que nos États aient le temps de se construire, que nous puissions solidifier tout ce qui doit être mis en œuvre. Il faut que l'on trouve les mécanismes qui permettent de sécuriser les citoyens et donc les États. Bien évidemment, le Cameroun, pays hôte, sort grandi de cette autre session de l'APF à Yaoundé. Les parlementaires que nous sommes devons encourager nos États à inscrire le respect des droits de l'homme et des libertés dans le registre des priorités. Mieux, conformément au principe de Paris, nous devons veiller à faire adopter des textes législatifs qui confèrent aux commissions nationales toutes leurs capacités en la matière. À côté des travaux en salle, il y a eu des activités connexes. Plusieurs chefs de chambre et des délégations africaines ont été reçus en audience par le président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Cela a été le cas ce vendredi avec la délégation ivoirienne. Et on n'oublie pas le dîner offert par le président de la République aux délégués de l'APF. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale s'est entretenu hier avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Plusieurs sujets au plan sous-régional ont été examinés. Un accent particulier a été mis sur la normalisation de la situation politique à Bamako et l'évolution de la reconquête du nord du Mali. De la Côte d'Ivoire, le ministre malien des Affaires étrangères s'est également rendu au Burkina Faso et reçu par le président Blaise Compaoré. Les deux hommes ont échangé sur le calendrier du dialogue intermalien et de l'adoption d'une résolution par les Nations Unies sur la situation au Mali. La synthèse de cette audience avec nos confrères de la télévision burkinabé. Le Mali tend de jour en jour vers une sortie de crise selon son ministre des Affaires étrangères qui était l'hôte du président du Faso ce jour. Et pour preuve, l'organisation prochaine des élections et surtout l'adoption de la résolution 2100 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette nouvelle résolution qui transforme la MISMA en mission de stabilisation et donc qui crée une situation totalement nouvelle mais une avancée qualitative. Nous arrivons à une phase qui est certainement la dernière phase qui va nous permettre d'amorcer un retour à une vie à peu près normale par le retour des réfugiés, le redéploiement de l'administration dans les 3 régions du nord du Mali,
la réinstallation des services publics de base. La situation est préoccupante à Kidal malgré la nomination d'un gouverneur, d'où l'appel au président Compaoré, médiateur dans cette crise. J'ai parlé de cette question avec le médiateur en lui disant que Kidal, c'est le Mali, malgré certains discours. Kidal reste le Mali, ne saurait être une enclave ou une exception. Avant l'arrivée de la mission de stabilisation de l'ONU, il est souhaitable que les choses deviennent normales à Kidal, parce qu'il n'y aura pas de déploiement partiel, et le déploiement de cette mission se fera en même temps que l'administration malienne. À la suite du diplomate malien, le président de la commission de l'UEMOA est venu faire le point des activités de sa structure qui œuvre pour le développement communautaire. Nous sommes en train de préparer la conférence des chefs d'État. Nous lui avons fait part de l'état d'avancement des dossiers. Il y a également le programme économique régional, dont il a été un des plus grands acteurs d'ailleurs, pour avoir suscité beaucoup de dossiers qu'aujourd'hui nous sommes en train de défendre au plan international. C'est pourquoi j'étais venu pour lui rendre compte de l'état d'avancement de ces différents dossiers. Nous prévoyons une croissance de la région autour de 6%, donc pour le Mali près de 4%, ce qui veut dire qu'aujourd'hui nous sommes sur la bonne voie. Il y a certains dossiers qui sont un peu difficiles, c'est notamment le principe de la libre circulation des personnes et des biens. Les chefs d'État ont donné des instructions à toutes les administrations. Les ministres des Finances également, à chaque réunion du Conseil des ministres, ne cessent de nous pousser à aller de l'avant sur ces dossiers. Et nous sommes également en rapport avec les parlements pour qu'ils puissent nous aider à ce que les administrations puissent avancer dans ces dossiers. Les crises maliennes et bissau-guinéennes étaient également au centre de cette seconde audience qu'a accordé ce jour le locataire de Kosiam. 11 mai 1981, 11 mai 2013, voilà 32 ans que le roi du reggae, Robert Nesta Marley, s'en est allé. Après sa mort, la superstar reste toujours populaire et ses albums se vendent bien. Dépassant le seul cadre musical, Marley est devenu une référence culturelle pour le monde du reggae. L'anniversaire de son décès est un jour férié en Jamaïque. Au Mali également, plusieurs activités sont organisées. Voilà, pour en parler avec nous, nous recevons le président de la communauté des Rasta au Mali, Mohamed Batili. Mohamed Batili, bonjour. Bonjour mon frère. Alors, 32 ans après la disparition de Bob Marley, sous quel signe placez-vous la commémoration de cette célébration cette année? Merci mon frère pour cette opportunité. Et la particularité de la situation dans laquelle vit le Mali et mes compatriotes nous amène un peu à voir dans la vie de Bob Marley, qui est pour nous un patrimoine spirituel immense, de puiser de quoi pouvoir un peu s'armer afin de faire de ce pays ce que nous souhaitons qu'il soit. Et cette crise militaro-institutionnelle, Marley en a connu dans son pays, la Jamaïque, en 1978. La Jamaïque était la troisième ville la plus violente après New York et Rio de Janeiro. Et les forces républicaines en charge de la sécurité et de l'ordre public, qui est naturellement la police et la gendarmerie, n'arrivaient pas à venir à bout de la violence, et l'autorité religieuse aussi. Et donc ils ont fait appel à Bob Marley à l'époque, qui avait 32 ans. Il était en pause tournée chez sa maman à Delaware à Miami. Et Marley, dès réception de cet appel de la nation pour venir calmer les esprits, est rentré. Il a organisé un concert qu'il a été appelé Peace Concert, concert de la paix, le 22 avril 1978. Et c'est au cours de ces concerts-là que les deux leaders politiques, il les a appelés à le rejoindre sur l'estrade. Il les a donné les deux bras. Et c'est là que le morceau One Love a été connu. One Love qui veut dire un seul amour, one hate, un seul cœur. Let's get together, allons-y ensemble, and we'll feel alright. Ainsi nous nous sentirons bien. Et donc Marley peut inspirer les peuples maliens aujourd'hui à traduire, à penser paix, unité, à le traduire dans leurs actes afin que ce pays puisse encore redevenir cette terre de paix, de paisibilité, vous voyez, d'hostilité. D'accord. Alors, des élections ont eu lieu aujourd'hui dans beaucoup de pays ici en Afrique. Alors, est-ce que Robert Nesta Marley, de son vivant, s'était impliqué dans le débat politique? Évidemment, malheureusement, ce côté de Bob est méconnu par les francophones. C'est un peu dû au fait que la langue est une barrière linguistique qui empêche beaucoup d'accéder au contenu du message de Bob. En effet, en 1978, c'était l'année électorale en Jamaïque. C'était un pays, une ancienne colonie de l'Empire britannique qui a hérité de ce colonisateur, le régime parlementaire. Donc l'exécutif est concentré entre les mains du Premier ministre.
Le premier ministre sortant s'appelait Edward Sega. Il était le candidat du parti travailleur jamaïcain qui s'appelle GLP, Jamaica Labour Party. Il était opposé au candidat de l'opposition socialiste qui s'appelle Michael Marley du parti PNP, People National Party. Et Bob Marley, pendant 3 mois, a étudié les projets de société des 2 candidats. Il a vu que sa vision de la Jamaïque, ses préoccupations sont prises en compte par le projet du candidat socialiste. Mieux que ça, et il a pris sa femme Rita Marley. Ils ont décidé de voter et accompagner le candidat partout. Il a tenu meeting dans les villages, les cercles pour exposer le programme, inviter les populations à soutenir, à voter ce projet de société. Et cet homme dont le passé syndicaliste lui a valu, tu vois, ce respect de la population jamaïcaine, particulièrement ceux du ghetto. Et donc en cette année électorale, Marley est une source de civisme pour nous, de participation. Bob Marley de son vivant n'a raté aucune élection parce que pour lui c'était le moment important dans la vie d'un citoyen de pouvoir faire le bilan du chemin parcouru, de choisir l'homme qui doit avoir en charge votre destinée. Marley était un citoyen actif, participatif, républicain et démocrate. Merci Mohamed Bathily d'être passé sur notre...